Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mon partenaire Grand Angle, plutôt Jean-Louis Tremblay, qui était déjà avec nous pour cette table ronde. Jean-Louis Tremblay, c'est très intéressant et vous connaissez particulièrement cette partie de l'histoire méconnue en plus des Français en général, ces opérations de volontaires français en Asie du Sud-Est, puisque c'est votre premier reportage et même peut-être celui qui vous a lancé en tant que grand reporter. C'est vrai, oui, c'était en 86. J'avais entendu parler, parce que c'est une histoire méconnue, voire inconnue. J'ai entendu parler de volontaires français qui étaient partis se battre dans les maquis Karen de Birmanie contre le pouvoir central. Et j'y comptais quelques amis qui m'ont indiqué les bonnes filières à suivre pour s'y rendre. Bon, il fallait passer par la Thaïlande, on franchit la frontière, on se rend en Birmanie. Et j'ai pu effectuer mon premier reportage sur place. Oui, pour quel journal ? Pour le Quotidien de Paris de feu Philippe Tesson à l'époque. Oui, C'était en décembre 1986. Déjà une belle référence, vous commenciez bien. Eh bien, tous les deux, Jean-Louis Tremblay, nous nous tournons vers notre invité, Aymeric Valois. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Écrit cet ouvrage déjà parce qu'on m'avait demandé il y a à peu près 20 ans de cela. Et j'avais préféré attendre un petit peu pour que la chose soit inscrite plus dans l'histoire des actions qui avaient été menées à l'époque et que le temps passe pour donner plus d'informations sur ce qui avait été engagé à l'époque. Donc il faut replacer la chose évidemment dans un contexte qui était celui de la guerre froide. Lorsque nous sommes retirés de l'Indochine, les Américains ont pris la suite finalement du travail qu'on faisait dans la lutte anticommuniste et ils ont été défaits évidemment par les Vietnamiens. Il y a eu ensuite, évidemment, au Cambodge, des changements aussi qui se sont faits simultanément presque. Donc, les forces occidentales sont parties finalement d'Asie du Sud-Est. Mais il restait quand même des gens qui n'avaient pas forcément le souhait de lâcher les populations qui nous avaient suivis. Et ces personnes ont continué à avoir un regard attentif sur ce qui se passait sur le territoire, enfin sur ces territoires. Alors évidemment, on avait reçu à travers toute une fuite des populations qui étaient en détresse et qu'on appelait à l'époque les bad people, évidemment. Il y a eu des actions humanitaires, vous avez eu des organismes comme Médecins sans frontières, Médecins du Monde, l'AMI, qui ont finalement un peu commencé sur ces régions-là, en soutien des populations qui fuyaient. Mais il y en avait d'autres, évidemment, qui étaient attentives, évidemment, à ce qui allait arriver, évidemment, chez nous, aux populations qu'on devait accueillir. Donc il y a eu tout un travail, évidemment, de suivi et de renseignement sur ces populations qui fuyaient. Et en parallèle de ça, il y avait, évidemment, un volet un peu moins connu, mais qui était celui d'un soutien finalement militaire un petit peu, oui, quand même, il faut le dire, à ceux qui, non, mais disons-le, oui, voilà, à ceux qui résistaient encore un petit peu. Encore voilà. Et toujours. Et donc, on s'est retrouvés à regarder ces théâtres asiatiques d'un œil un peu attentif, parce que certains d'entre nous, on avait des racines, évidemment, de la région. On était soit
d'origine vietnamienne, soit d'origine chinoise ou d'origine laotienne. Bon. Et donc, en effet, on était informés qu'il existait en effet des formes de résistance, on va dire. Et à l'époque, tout s'organisait autour de la Thaïlande. La Thaïlande était entourée par des régimes qui étaient socialistes. Et il restait sur place, évidemment, tous les anciens contracteurs américains. Français, il n'y avait plus grand-chose, mais dans les camps de réfugiés, oui, on était quand même présents. C'était principalement un travail qui était fait par, soit comme je le disais tout à l'heure, des organismes humanitaires, Oui. mais il y avait aussi les Pères Blancs qui avaient aussi une présence. Vous aviez les missions étrangères qui étaient là et qui faisaient un travail remarquable. Alors attendez, avant qu'on aille un petit peu plus loin, pour que ce soit très clair pour tout le monde, ce mouvement de volontaires français, vous le dites dans votre première partie, l'origine de votre engagement, vous étiez donc clairement, ça on l'a dit, anticommuniste, comme toute une frange de la jeunesse à cette époque, et vous meniez tous les combats comme ces mouvements de jeunesse qu'il pouvait y avoir d'abord en Europe, vous le dites, Italie, Espagne, bon la France c'était un peu moins intéressant, les années de plomb, etc. Et puis finalement, cette jeunesse, vous le dites, finalement vous avez été informé par la suite de ce qui se passait sur le continent asiatique, et c'est là que vous avez décidé de vous engager. Jean-Louis Tremblay, à ce sujet, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Oui, je crois que Aymeric l'a bien dit. Il faut replacer dans un contexte politique très précis. Oui. Ce qui domine à l'époque dans ces mouvements dits nationalistes, c'est l'anticommunisme. Alors, l'anticommunisme dans les facultés, bien sûr, pour la plupart, mais pour certains qui ont décidé de continuer le combat par d'autres moyens et sur d'autres terrains, c'était effectivement ce départ pour les maquis asiatiques. Je dis les maquis puisqu'il y en a eu plusieurs. Il était à l'époque, la lutte anti-communiste continuait aussi au Cambodge, mais aller au Cambodge c'était très difficile, notamment pour des faciès européens. Donc si on n'est pas une origine eurasienne, il était très difficile d'aller combattre là-bas. La Birmanie c'était différent. La Birmanie c'est un autre contexte dans la mesure où là nous ne sommes pas dans le cadre des trois pays de l'ex-Indochine qui ont basculé dans le camp communiste en 1975, mais la Birmanie est un État qu'on pourrait qualifier de socialiste nationaliste, pour ne pas dire national-socialiste, c'est-à-dire il y a une ethnie dominante, les Bamars, et puis une multitude d'ethnies périphériques qui sont généralement dans les montagnes et à côté de la frontière thaïlandaise, qui se battent depuis 1948 contre le pouvoir central socialiste. Et c'est là que les volontaires français ont décidé d'apporter leurs compétences, parce que souvent ils étaient issus des unités militaires françaises, ils avaient fait leur service militaire, pour certains plus, un premier engagement. Et il y a un nom qui est très connu sur place, c'est Alexandre de Marinchès, je ne sais pas si je prononce bien. Non, de Maranche. De Maranche, pardon. Oulala, directeur général du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, et qui lui donc a vraiment mené sur place les opérations. Replaçons les choses. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient en charge à l'époque du SDEC ont donné une instruction, en effet, de continuer à avoir un œil sur la région. Les changements politiques qu'il y a eu avec, en effet, l'arrivée de Mitterrand n'ont pas changé grand-chose, dans le sens où il n'y a eu aucun contre-ordre, aucune instruction de dire arrêtez de regarder ces zones-là. Oui. Ce qui fait que les choses ont continué, avec beaucoup moins de moyens. Évidemment, la réaffectation des budgets avait été faite en supprimant des postes, mais il y a eu une réaffectation des budgets. Donc en effet, il n'y avait plus de moyens, mais les instructions étaient toujours de continuer à regarder les choses. Et donc c'est ce qui s'est passé. C'est possible avec une certaine discrétion finalement. C'était évidemment, faites-le, on ne vous regarde pas. Quoi.
voilà, c'était ceux qui étaient à l'origine aussi de ce travail étaient au SDEC depuis. Ils avaient participé à la création du SDEC. C'était des gens qui avaient fait la campagne de France. C'était les gens qui le SDEC, je rappelle juste, c'est les services de renseignement de l'époque. Aujourd'hui, c'est la DGSE. Voilà. Et donc, en effet, les choses ont tout simplement continué. Alors, évidemment, il n'y avait plus une nécessité politique d'avoir des informations, mais sur le terrain, évidemment, les gens continuaient à se battre, les gens continuaient à avoir des besoins. Donc, il y a toujours eu un suivi, finalement, des personnalités qui étaient à même de pouvoir s'opposer au communisme. Alors, c'est en effet assez juste, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Nous n'avions pas, nous, connu l'Indochine, les gens de ma génération, mais évidemment, on connaissait parfaitement ce que le communisme était à même de pouvoir faire, évidemment, aux populations, et on savait qu'elle s'inscrivait dans une logique de mort pour ceux qui étaient opposés à leurs idées. Donc ça se terminait très rapidement dans des camps de concentration et évidemment avec une épuration, on va dire, politique. Et les tortures ? Ben oui, ça avec les Khmers rouges, c'était assez radical, on va dire. Hein. Et en effet, en France, on n'avait pas ce genre de soucis, mais on a eu plein de soutien des Khmers rouges. Il faut remplacer, en effet, la chose dans les discours dithyrambiques du Monde ou de Libération, avec des générations de personnalités qui ont soutenu l'arrivée des Khmers rouges en France. C'était des agents d'influence communistes. Il y en a certains qui sont retrouvés au Monde et à TF1. Et il suffit de regarder ce qu'ils écrivaient à l'époque sur l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh. C'était très significatif de leur orientation politique. Alors, évidemment, les gens ne voyaient pas l'idéologie communiste en France comme étant une idéologie de mort, parce qu'évidemment, il parlait évidemment des problèmes syndicaux ou des problèmes, on va dire, sociétaux avec le clivage ouvrier et bourgeois. Mais en Asie, ça prenait une forme mortelle. Bien sûr. Voilà. Alors justement, j'aimerais bien qu'on aille dans le feu de l'action, que vous nous racontiez un peu ce que vous avez vécu là-bas, comment ça se passait, et ensuite, évidemment, quel est votre bilan de ces opérations ? Alors, on a eu une demande qui est venue par... Pardon, mais juste, vous êtes arrivé à quel âge là-bas, à peu près, pour qu'on situe ? J'ai 25 ans, là, à l'époque. Vous avez 25 ans quand vous arrivez ? Ouais. Et on a entre 25 et 30 ans, voilà. Et pour ma part, j'avais 25 ans à l'époque. Voilà. Ouais. Et donc, alors évidemment, on avait été un petit peu reconnus déjà pour notre engagement anticommuniste en France et en Europe. Et le fait que... alors déjà que je sois eurasien, c'était évidemment une plus grande facilité pour se déplacer dans certains coins de cette zone-là, évidemment. On avait un autre camarade qui était d'origine chinoise, on avait d'autres camarades qui étaient coréens, donc évidemment, on avait une facilité à pouvoir passer un peu dans tous ces environnements. Mais, et donc, suite à une demande qui a été faite par une guérilla en Birmanie, c'était deux amis qui avaient fait un petit film sur cette guérilla, et la guérilla avait clairement manifesté le souhait d'avoir des instructeurs. Et donc, à l'époque, c'était le général Bomia qui dirigeait chez les Karen une opposition. Les Karen, c'est les chrétiens. C'est un groupe ethnique qui s'opposait
à l'armée birmane, et qui était la plus structurée, on va dire. L'armée birmane communiste. Alors socialiste, ils étaient socialistes à l'époque. C'était le général Ne Win à l'époque qui commandait la Birmanie. Ils avaient une sensibilité socialiste. Mais bon, le clivage, il était aussi extrêmement ethnique. Il faut bien le souligner. Aung San, celui qui avait, après la dernière guerre mondiale, repris la tête du pouvoir, avait été assassiné par une autre branche birmane plus extrémiste encore. Et elle s'était mise évidemment à dos toutes les autres ethnies, que ce soit les Mon, que ce soit les Karen, que ce soit les Kachin, que ce soit les Shan. Évidemment, il y avait un très, très, très fort clivage ethnique. Et donc le général Bomia avait fait une demande d'instructeur, et nous l'avons rencontré, nous sommes allés sur place, évidemment, pour voir évidemment le niveau d'aide qu'il souhaitait. Et on lui a fait une proposition en s'appuyant entre autres sur un de nos camarades qui travaillait à l'époque sur le Cambodge, au Cambodge, et qui depuis des années, évidemment, était aussi un instructeur pour la résistance cambodgienne. C'était une résistance qui était pour la défense de Sihanouk. C'était une défense monarchique. Vous débarquez là-bas, vous êtes combien environ là ? Nous sommes 7. D'accord. Voilà, nous sommes 7. Et on était formés. Alors, on était regroupés sur un modèle qui était assez ancien. C'était celui des Jailbourg. Donc, on avait un spécialiste en démolition, un spécialiste en armement et un spécialiste en reconnaissance. Et donc, on avait évidemment à chaque fois une doublure. Donc, on était 6. Et le 7e était déjà sur place sur le Cambodge. Et à l'occasion donc de son retour sur la Thaïlande, il nous a suivis. Et je lui avais demandé de prendre le commandement, puisqu'il avait la plus grande expérience sur ce secteur-là. C'était Thierry, qui était déjà une figure à notre époque, puisqu'il avait quand même le plus d'affrontements à son actif quand même. Mais sur un territoire un peu éloigné, en effet, au Cambodge. Évidemment, c'était quelque chose d'un peu singulier. Alors, et ça, nous sommes en plein dans les années 80. Il avait commencé à la fin des années 70. Au Liban d'ailleurs. Ouais. Il avait commencé au Liban, en effet, contre les Palestiniens. Et suite à ses engagements de l'époque, comme il était d'origine chinoise, il avait accepté en effet d'aller travailler en Asie. Voilà. Alors racontez-nous un peu quel type d'opération vous meniez, quelle victoire vous avez pu avoir sur place. Alors, on a eu des victoires et aussi des défaites. Hein. Ah oui. Bon, on va commencer par les victoires. Donc, d'abord, on a fait une formation assez classique, évidemment, d'une population de militaires, de jeunes militaires. Parce que dans l'armée Karen, il fallait faire 5 ans dans l'armée pour pouvoir se marier. Donc, on a reçu donc, des jeunes de 18 ans qui avaient une toute petite expérience militaire. Et on avait demandé à ce qu'ils viennent de toutes les régions du front et de toutes les brigades. Et donc, on donnait tout un échantillon d'hommes avec aussi d'autres ethnies. À l'époque, il existait un mouvement qui s'appelait le National Democratic Front, qui était la réunification un peu de toutes les guérillas contre le régime birman. Et donc, on s'est formé pendant 3 mois avec un tronc commun initial et avec ensuite des spécialisations pour former les unités en trinôme. Donc, un spécialiste armement, un spécialiste démolition et un spécialiste reconnaissance. Et donc, j'étais en charge, entre autres, des unités de reconnaissance.
Et à partir de là, on a travaillé. Alors, évidemment, dans le livre, c'est très chronologique. Et évidemment, je donne toute une série d'informations sur les types d'entraînement que l'on donnait à nos hommes. Et on a terminé cette formation initiale en faisant une opération. Alors, évidemment, on aurait pu s'en tenir, évidemment, à être juste des instructeurs. Ça, c'est le schéma classique des Special Forces américaines, qui vont rarement au combat. Ils sont instructeurs. Mais on est plus dans une tradition française où on donne un enseignement et on demande finalement aux hommes de nous suivre et de faire à l'imitation. On leur montre qu'on est à même de faire nous-mêmes ce qu'on leur demande de pouvoir faire, toujours. Alors c'est à risque, évidemment, et évidemment on en a payé le prix. Certains d'entre nous sont tombés, mais ça nous donnait évidemment aussi une très grande légitimité dans une prise de parole, hein, c'est sûr. Alors justement, racontez-nous un peu ces opérations. Alors, on a commencé par des opérations, c'était des assauts. Ce sont des assauts sur des positions, donc c'est des réductions de résistance ça a été des fortins. Voilà. Les positions birmanes de l'époque, comme elles le sont toujours aussi maintenant, hein, ce sont des positions qui étaient à côté des villes et sur lesquelles ils retranchaient leurs unités et dans lesquelles ils avaient évidemment aussi toute une logistique qui leur permettait, à partir de ces positions, de rayonner sur toute une zone géographique. Donc, l'idée, c'était évidemment de leur contester évidemment les positions qu'ils avaient. Donc, à partir de là, on s'attachait à faire des reconnaissances assez détaillées, le plus détaillées possible, sur l'état de leurs forces et l'état des défenses qu'ils avaient. Alors, je vous arrête là. On en est à la reconnaissance. On verra la suite de l'opération juste après 9h. Il est 9h sur Ligne Droite et je me tourne vers Emmanuel Noël pour les informations. Ligne Droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Notre invité Aymeric Valois pour son livre Action clandestine 1985-1990, une période et une opération méconnue ici en France. Ces volontaires français partis en Asie du Sud-Est. Un livre, je le précise, qui est préfacé par Éric Denessé, que vous connaissez bien ici, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Nous sommes également avec Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine, qui a suivi ces opérations en tant que journaliste. Et donc, on en était justement, Aymeric Valois, aux premières opérations que vous menez sur place. Vous avez 25 ans quand vous arrivez. Vous formez notamment la jeune population Karen. Vous faites vous l'expliquiez tout à l'heure, du repérage. Reconnaissance, voilà, pardon, je ne retrouvais pas le mot. Et maintenant vous passez à l'action quand même. Oui, alors évidemment, une fois qu'on a fait évidemment un travail de reconnaissance sur les positions ennemies, on les reproduisait. C'est-à-dire que certaines parties de ces positions étaient reproduites à l'entraînement et on avait des exercices très soutenus d'approche le plus silencieusement possible pour pouvoir les investir de nuit et les prendre par surprise. Donc, généralement, il y a toujours des appuis, avant de lancer un assaut, il y a des appuis feu qui sont assez importants et l'assaut est donné ensuite. Dans la procédure que nous utilisions à l'époque était un peu différente, c'est-à-dire qu'on cherchait évidemment à s'infiltrer dans les dispositifs ennemis
et on déclenchait une boule de feu une fois qu'ils nous avaient repérés. Mais on était à chaque fois dans les positions ennemies. Donc évidemment, il y avait toujours un risque, c'était les reports de tir, évidemment, de l'appui-feu. Bon, alors, on a eu quand même parfois des situations un peu difficiles, mais globalement, comme on était très bien entraînés, on arrivait quand même à supplier certains manquements qu'on pouvait avoir, entre autres des manquements radio. On n'était pas très bien équipés au niveau radio. C'était un des points faibles finalement un peu de la formation qu'on donnait, et aussi des moyens qu'on avait, on n'avait pas beaucoup, quoi. Mais on a quand même réussi donc à pénétrer certaines positions et à faire des prisonniers. Est-ce que ça a permis de déstabiliser l'ennemi ou pas suffisamment? Alors, au final, on a formé des centaines de personnes quand même. Et évidemment, ça a déstabilisé évidemment une partie du front, parce qu'en effet, on avait introduit une façon de travailler en coup de main, auquel finalement les Birmans n'étaient pas préparés. Donc oui, on a déstabilisé une partie du front, et on a eu en effet des succès assez significatifs en prenant des grosses positions ennemies. Donc, alors évidemment, on a eu de la casse, on a eu aussi des gars de chez nous qui sont tombés. Et donc principalement dans ces années-là, on a eu quand même 3 morts. Des officiers français ou des gens qui étaient des spécialistes Vous les citez d'ailleurs, je crois, dans votre livre. Oui. Et donc, alors évidemment, c'était désolant pour les familles, c'était désolant pour nous, et alors il faut bien replacer encore les choses dans notre contexte. On n'était pas des mercenaires, hein, on n'était pas des officiels, on était vraiment des volontaires. Hein. Donc c'est quand on fait le bilan, évidemment, rétrospectivement, on peut se dire, est-ce que tout ça en valait la peine ? Alors oui, ça en valait la peine parce qu'on a formé des gens, beaucoup de gens qui a résisté à une pression soit politique, soit racialiste. Donc puis il y avait un élan, Éric de Nessé, sur cette question-là. Est-ce que cela valait la peine? Éric de Nessé le dit, d'ailleurs, je crois, dans son introduction, ces jeunes qui cherchaient un sens profond à leur vie, un combat, etc. Il y avait évidemment cet élan-là aussi. Alors évidemment, on avait un enthousiasme de jeunesse qui s'inscrivait dans une logique de lutte armée, parce que c'était en effet toute une période historique où en effet certaines branches du communisme, même en Europe, c'était des terroristes. Hein. Donc on était prêt en effet à s'inscrire dans une lutte beaucoup plus importante s'il y avait eu un grand soir ou s'il y avait eu une invasion de l'URSS en France. Oui, bien sûr. Donc oui, on était prêts à cela, quoi. Voilà, on était aguerris pour mener en effet des actions de résistance si il y avait eu des choses plus terribles aussi en Europe. Mais le théâtre asiatique nous avait donné une expression et un savoir-faire, on va dire. Je cite Éric de Nessé, puis Jean-Louis Tremblay, je vous donne la parole. Le récit des aventures, donc Action clandestine, c'est pour lui le récit des aventures de jeunes gens idéalistes issus de la mouvance anticommuniste, ça on l'aura bien compris, cherchant à vivre concrètement leur engagement politique, mais aussi une existence aventureuse en épousant la cause d'un peuple opprimé. Finalement, il y a une forme presque de romantisme. Jean-Louis Tremblay. Oui, il y a une forme de romantisme indéniable, puisque, Émeric l'a rappelé, la moyenne d'âge, c'était 25-30 ans. Tous ces volontaires, et il convient
de faire la distinction avec mercenaires. Mercenaires combat pour une armée étrangère moyennant une solde, ce n'était absolument pas le cas. Donc c'est un engagement puriste, en fait, on va dire. Pur et dur, voilà. La pureté et la dureté qui conviennent à la jeunesse, à une forme de jeunesse, à celle qui va jusqu'au bout de ses engagements. Voilà. Et certains sont tombés, effectivement, Olivier, William, Jean-Philippe, le premier, et ils sont cités dans le livre. Oui. Et les circonstances dans lesquelles ils sont tombés sont relatées par Émeric. Alors le bilan, ce que je peux dire simplement, c'est effectivement, outre le bilan immédiat, qui est celui d'une action ponctuelle, c'est sur le long terme, effectivement, la formation de plusieurs générations qui ont transmis le flambeau. La technique du commando, puisque c'est ce commando qui a formé des générations de combattants, finalement, il a continué à fonctionner après le départ des volontaires français. Et je suis retourné chez Karen il y a 15 ans, donc les faits dont nous parlons là sont produits il y a 35 ans, le commando a été monté il y a 35 ans, mais il y a encore 15 ans, chez Karen, on se souvenait du passage. De nombreux lieux étaient baptisés du nom des volontaires français et les techniques étaient toujours enseignées, elles ont été transmises. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que ce combat ait été mené en vain. Un point d'ailleurs à ce sujet, Éric Denessy le précise également dans sa préface, c'est cette... là on parle sur place, le front, une déstabilisation puis une formation au long terme, mais même du côté français, ça permettait de garder un œil également sur cette zone, puisque vous l'avez dit, bon, même avec François Mitterrand, les choses n'étaient pas vraiment officielles, mais vous étiez là malgré tout, et il y a cette forme de continuité de la présence française très discrète malgré tout, mais qui était encore là. Alors oui, d'abord je vais en effet reprendre ce que disait Jean-Louis. C'est tout à fait juste. Les enseignements qu'on a transmis évidemment à la résistance ont perduré. L'actuel vice-chef d'état-major de la résistance Karen, c'était notre lieutenant. C'est à lui avec qui on a fait la passation de commandement. Donc c'était un jeune homme à l'époque, qui a su s'entourer de gens très talentueux dans le combat. Alors c'est indiscutable, en effet, ces savoir-faire ont été transmis. Mais juste une autre chose, oui, parce que il faut quand même signaler que le combat continue. C'est-à-dire que l'armée Karen continue de mener des opérations contre l'armée birmane. Et de plus en plus, puisque, comme vous le savez, il y a eu une reprise en main par les juntes militaires birmanes il y a 2 ans, coup d'État. 2 ans. Voilà. Donc il y a une partie de l'opposition birmane, citadine birmane. Donc là, pas du tout ethnique, ni Karen, ni Kareni, ni autre, qui est allée dans les camps Karen pour recevoir une instruction militaire. Oui, non, mais ça c'est justement le point sur lequel je voulais qu'on arrive, puisqu'on arrive à la fin de cette interview. La situation aujourd'hui, finalement, n'a presque pas évolué de ce point de vue-là. Oh, mais oui, on va dire même qu'elle a empiré. Mais, disons qu'il y a eu une transition démocratique dans les années 90 avec l'arrivée de la fille Aung San Suu Kyi, la fille de Aung San. Prix Nobel de la paix. Voilà, prix Nobel de la paix. Et il y a donc eu un coup d'État, encore un, qui a... Donc, quand elle a fini son mandat, entre guillemets, c'est ça? Non, c'est un coup d'État, oui. Alors, en 2020. Ce qui s'est passé, c'est que les militaires ont toujours conservé un poids, on va dire, déterminant dans la gestion de l'État. Ils ont conservé des postes clés, principalement au ministère de la Défense, mais... c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. Voilà, il y a toute une caste... 4 ministères qui leur reviennent. Il y a toute une caste militaire qui est attachée à maintenir ses privilèges. C'est une caste militaire qui s'est constituée, on va faire un peu d'histoire, mais parce que elle s'est constituée à partir du moment où la dynastie régnante, le roi de Birmanie, a disparu au profit de la couronne d'Angleterre. La Birmanie a été un cadeau fait à la reine Victoria
pour son anniversaire en 1885, je crois. Voilà. Et, mais en enlevant finalement une monarchie ou une aristocratie, il est resté que la caste qui est juste en dessous de la monarchie, la caste militaire. Et c'était d'ailleurs assez amusant de regarder comment était structurée cette caste militaire. C'est qu'elle reprenait les modèles à la fois de l'armée anglaise et évidemment le modèle traditionnel qu'eux-mêmes avaient antérieurement. Donc c'est vraiment une caste qui dirige, une caste militaire, c'est une oligarchie, et ils sélectionnent les meilleurs hommes de Birmanie pour rentrer dans leurs universités, dans leurs écoles militaires. Évidemment, les postes après de gestion de la société civile, ils étaient occupés par des militaires. Voilà. Donc, c'est pas du tout simple pour un pouvoir civil de pouvoir imposer quoi que ce soit. Oui, c'est cette caste militaire. Elle a sélectionné les meilleurs d'entre eux. Déjà, c'est l'équivalent de l'ENA, de Polytechnique. Et c'est une caste militaire qui commande. Et puis de toute façon, donc après le tournant entre guillemets, enfin cette parenthèse Aung San Suu Kyi étant tournée, maintenant alors évidemment il y a toute une population birmane évidemment qui en veut énormément évidemment à ces militaires, à cette caste, parce que c'est on est rentré dans un monde où les écoles, les universités offrent évidemment une autre lecture qu'une gestion purement militaire de la société. Et il y a une contestation civile face à évidemment une structuration de caste. Voilà. Donc, évidemment, les militaires ne sont pas prêts de lâcher leur prébande. Mais il n'y a qu'une contestation civile, là, il n'y a pas de contestation armée? Alors si, il y en a une. Il y en a une, mais ils n'ont pas beaucoup d'armes. Ils n'ont pas beaucoup d'armes et il leur faut des moyens, les moyens financiers, qui n'ont pas beaucoup, ils n'en ont pas beaucoup non plus. Les Karen, eux, s'appuyaient principalement sur les ressources du bois, c'était le teck, qui leur permettait en effet d'entretenir leur armée. Les Shan, c'était l'opium. Les Kachin, c'est les mines, principalement. Les Kachin, ils sont au nord, ils sont frontaliers avec la Chine. Mais pour la population birmane, c'est en rébellion, et elle est très significative. Ils font avec les moyens du bord et c'est pas si simple pour eux. Et il n'y a pas grand monde qui les soutienne. Et pour conclure, ce qui est quand même particulièrement intéressant, c'est que donc 30 ans après, finalement, votre action sur place, elle a encore une répercussion, puisqu'aujourd'hui, cette population birmane, se former auprès des Karen qui ont été eux-mêmes formés par vous et les autres jeunes. Donc il y a une continuation encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Aymeric Valois. Oui, Jean-Louis Trambien, un mot? Non? D'accord. Action clandestine, c'est le titre de votre livre, 1985-1990, ces opérations de volontaires français en Asie du Sud-Est. Eh bien, pour en apprendre plus, et ça aussi un peu comme un roman d'aventure, eh bien, je vous invite à lire ce livre. Merci encore, Aymeric Valois. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.